Zelensky arrive comme la proie qui va être croquée. Qui ne se laissera pas croquer, ça, certainement. Mais ça va être très compliqué quand même. Ça va être très compliqué si les deux se sont accordés sur ce que doivent être les conditions du cessez-le-feu. Puis n'oubliez pas cette petite mention de Ushakov sur les intérêts stratégiques communs aux Américains et aux Russes, j'allais dire aux Soviétiques. Ça rejoint un des thèmes que n'a pas évoqué Vincent tout à l'heure, des exigences de Poutine, c'est que le dossier ukrainien, c'est aussi pour dire qu'il faut reconsidérer les conditions de la sécurité en Europe. Et Trump peut-être veut bien reconsidérer les conditions de la sécurité en Europe sans les Européens. Et vous avez remarqué que les Européens, c'est pas les invités de cette réunion-là. Alors justement, ça on va en parler dans un instant. Juste une petite question sur la façon dont Zelensky doit aborder cette réunion, selon vous. Il faut qu'il se prépare très bien déjà, justement, c'est bien que vous avez mentionné cette expérience de leur rencontre au bureau ovale parce qu'il y avait pas mal de remarques que peut-être Zelensky n'était pas à 100% prêt. Il est vraiment très fort dans l'improvisation, on le sait, et il y avait à cette époque justement aussi une barrière linguistique pour Zelensky parce qu'il parlait anglais sans interprète. Ici, d'ailleurs, c'est intéressant, s'il y a un interprète, s'ils vont parler anglais, j'imagine qu'ils vont pas parler en anglais parce que Poutine en général parle via un interprète. Donc ça, en général, ça permet aussi de dirigeants à penser un peu plus, à prendre plus de temps à réfléchir ce qu'ils disent. Qu'est-ce que j'entends? Je ne pense pas que Zelensky va céder et va consentir à toutes les conditions vraiment trop exigeantes de la part de Vladimir Poutine, qui est quand même l'agresseur. C'est un pays terroriste actuellement pour nous, pour les Ukrainiens. On ne peut pas du tout consentir à ces conditions sur, par exemple, même l'occupation des 4 régions et la Crimée, parce que déjà, les régions ne sont pas entièrement occupées. La ville de Kherson, c'est le centre administratif. 100% environ pour Louhansk, 80%, un peu moins de 80% pour Donetsk, mais en revanche, évidemment, Zaporijia et Kherson. Oui, la région de Zaporijia non plus, elle n'est pas complètement prise. Donc, ce serait juste de donner des territoires en plus. Et même sur les territoires occupés, il y a toujours des Ukrainiens qui restent. Il y a des crimes de guerre qui se passent. Il y a la déportation des enfants régulière. Donc, on ne peut pas laisser ces territoires tout simplement. Et je pense qu'il y aurait peut-être d'autres conditions de résoudre comment on peut reconquérir ces territoires par, j'imagine et j'espère, la voie diplomatique. C'est un casse-tête sans nom. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des populations? C'est très complexe, oui. Pourquoi Poutine céderait-il aujourd'hui ce qu'il a refusé d'avaliser en mars dernier, lorsque, au fond, Washington était prêt à peu près à tout lâcher, cessez-le-feu total, levée des sanctions américaines, annexion de la Crimée avalisée, pour les reconnaissance officielle. Reconnaissance de facto, au moins, du contrôle des 4 oblasts qu'on évoquait tout à l'heure. Alors que précisément, il a le vent dans le dos militairement. Même si ces généraux lui dépeignent un tableau sans doute trop idyllique de leur point de vue. Mais pourquoi, encore une fois, je reviens aux lignes fondamentales, pourquoi bougerait-il et pourquoi accepterait-il de transiger alors qu'on lui a fait une offre qualifiée de fantastique par certains des kremlinologues les plus aguerris? Mais j'ajouterais une question encore, c'est parce que dont on n'a pas encore évoqué, c'est que Poutine, jusqu'à présent, ne reconnaît pas la légitimité de Zelensky. Et là, en acceptant... Mais remarquez que Moscou n'a pas encore validé l'idée qu'il va rencontrer Zelensky. On n'a pas de parole de Moscou là-dessus. Mais en acceptant... S'il acceptait de rencontrer Zelensky, il lui reconnaîtrait un statut d'interlocuteur d'égal à égal. Alors ça, il s'est exprimé sur ce sujet pendant des mois, effectivement. Vous avez raison, il avait refusé de rencontrer le président ukrainien, puis avait dit, si l'Ukraine souhaite que Zelensky la représente... Ce sera Zelensky. Il a dit ça et son contraire, il a tenu tous les ça, à la limite, ça pourrait peut-être passer. J'aimerais vous faire écouter d'abord Marco Rubio, c'est le secrétaire d'État américain, réaction à la visite de Witkoff, et ensuite on va parler de l'Europe, parce que l'Europe dans tout ça, évidemment, elle a un rôle à jouer, et vous allez voir, c'est assez compliqué. L'ambassadeur Witkoff est en route pour rentrer. Nous venons de lui parler au téléphone il y a quelques minutes. Nous aurons d'autres discussions tout au long de la journée. Et après cela, il y aura bientôt des annonces à faire ici. Elles seront peut-être positives, peut-être pas. Nous verrons bien.
Voilà, ça c'est la diplomatie. On ne se mouille pas, on ne prend pas de risque parce que le patron doit prendre la parole. Ce soir, on l'attend toujours, Donald Trump. Évidemment, dès qu'on a la liaison en direct, oui. Vous avez remarqué que ni le ministre des Affaires étrangères russe, ni le ministre des Affaires étrangères américain n'étaient pas présents dans cette histoire. Ni Rubio, ni Lavrov. C'est Ushakov qui est en fait le vrai ministre des Affaires étrangères de Poutine, parce que c'est son conseiller aux Affaires étrangères, c'est celui qui a l'approche, qui a l'oreille de Poutine. Lavrov, c'est la façade. Mais c'est bizarre aussi. Et peut-être aussi pour nous faciliter la lecture de ce qui s'est passé aujourd'hui. Witkoff arrive, c'est le Dmitriev qui l'accueille. Donc, Dmitriev, vous savez qui c'est ? C'est un homme d'affaires qui est le mari de la meilleure copine de la fille cadette de Poutine. C'est compliqué, mais il a un fond, en tout cas. Ça veut dire il a un énorme fond. C'est un représentant de la famille de Poutine, du clan Poutine. Vous savez, c'est ça le truc. Et si vous ne savez pas ça, vous ne comprenez même pas ce qu'il fait dans cette histoire. Parce qu'il a failli se battre pendant la première rencontre en Turquie, au Proche-Orient, avec Lavrov, justement, parce que Lavrov, c'est un faucon, c'est quelqu'un qui a l'habitude, en fait, d'avoir la ligne dure, et Dmitriev, c'est quelqu'un, en fait, qui traite les affaires avec Witkoff. Et donc, ils le rencontrent, donc déjà, ils ont passé un temps, peut-être même dans la même voiture, au Kremlin. Après, il a baladé pendant 3 heures à Zaradier, dans le jardin, où il n'y a rien, c'est un jardin qui est nul. En fait, il n'y a que les mauvaises pierres, c'est pas vrai, je suis désolée. Ouais, mais enfin, c'est pas graines de Russie, il y a toute la végétation. Non, il est beau ce jardin. Ah bon, on aura un débat sur le jardin un peu plus tard. Je l'ai vu au début, je l'ai vu en partant. C'est un beau jardin, on peut pas dire que c'est rien. Moi, j'ai quitté la Russie il y a 25 ans, mais j'ai entendu d'autres personnes qui sont à Moscou qui ont dit que c'était pas forcément le meilleur des jardins de Russie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 3 heures dans ce jardin en se prenant ? Parce que bon, même s'il est beau, à un moment donné, quand on vous montre les marguerites, entre les marguerites, les tulipes, etc., vous en avez quand même marre. Et surtout, c'est Witkoff. Je doute beaucoup qu'il apprécie énormément la botanique. Et donc, vous voyez, donc il y a quelqu'un qui représente la famille intime de Poutine qui passe des heures en préparant ce Witkoff à la rencontre suprême avec Poutine. Je crois que c'est assez intéressant de le savoir pour comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, je pense qu'effectivement, ce qui intéresse Kirill Dmitriev, c'est uniquement les affaires. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois à Moscou. Vous avez l'impression de rencontrer un homme de Wall Street ou de la City au Royaume-Uni. Donc lui, c'est ce qui l'intéresse. Et effectivement, la guerre a un peu cassé ça. Et il aimerait bien le reprendre et continuer à faire des affaires et alimenter son fonds souverain. Regardez son tweet, on va le voir, parce qu'il a communiqué. Tout le monde communique aujourd'hui. Visiblement, il y a une sorte de grand relâchement. On appellera peut-être ça un jour le grand relâchement. Merci à tous pour vos aimables vœux de réussite, pour votre visite de Steve Witkoff à Moscou avec, si c'est pas mignon, une petite colombe pour agrémenter ce message de Qui se moque-t-on. Alors, ce que l'on sait aussi quand même, c'est important de le rappeler, c'est que après cette réunion entre Witkoff et Poutine, Donald Trump et Volodymyr se sont parlé dans la foulée, mais qu'il y avait autour de l'écouteur, si j'ose dire, le Premier ministre britannique, Keir Starmer, regardez, tous ces hommes, le chancelier allemand, Friedrich Merz, le président finlandais, Alexander Stubb, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, tous ont participé, ou en tout cas été connectés, à cette conversation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Pas d'Emmanuel Macron. Alors, on va en parler dans un instant. Attendez. Juste avant, j'aimerais vous poser la question suivante. Qu'est-ce que ça représente, ce coup de fil, avec cette présence européenne? Ce n'est pas évidemment anodin. Non, parce que jusque-là, Donald Trump les a complètement écartés, considérant qu'ils n'ont aucun rôle. Là, au moins, il les prend à témoin, et probablement, parce que le jour où il y aura un accord de paix, de toute façon, ces Européens-là auront un rôle à jouer.
C'est l'OTAN hein, qu'on voit derrière, parce que Keir Starmer, c'est un membre éminent de l'OTAN. Merz, c'est celui qui est en train de dépenser le plus d'argent pour acheter des armes américaines. Stubb, le finlandais. Hein. Oui, finlandais. Oui. Donc c'est le dernier, si j'ose dire, c'est le dernier arrivé, mais c'est des troupes importantes. Et Mark Rutte, c'est le secrétaire général de l'OTAN. C'est son fils. Donc, hein non, c'était une plaisanterie parce qu'il l'appelait Daddy. Donc, oui, et son fils. Pardon. Pardonnez-moi, c'est une mauvaise plaisanterie. Stubb est un de ceux qui connaît le mieux la Russie aussi, comme beaucoup de Finlandais. Non, la composition des gens qui étaient présents côté européen, ça, en revanche, ça me rassure. Parce que Stubb, c'est quelqu'un qui est profondément pro-ukrainien et profondément anti-russe. Enfin, on ne peut pas dire peut-être anti-russe parce que c'est quand même le pays qui est à côté, mais c'est un pays qui est menacé par la Russie, où nous avons actuellement la nouvelle circonscription militaire de Saint-Pétersbourg qui a été formée, où on construit les nouvelles casernes pour attaquer la Finlande. Donc c'est quelqu'un qui se méfie énormément de Poutine et l'a prouvé d'ailleurs par sa volonté en fait d'intervenir en faveur des Ukrainiens. Donc côté cette composition européenne me rassure. Marianne Babiš, qu'est-ce qu'elle vous inspire cette représentation européenne? Probablement, peut-être c'était même la demande de Volodymyr Zelensky parce qu'ils insistent toujours sur la présence européenne pour les négociations concernant vraiment la question de résolution de cette guerre. Donc cela me rassure, bien sûr, c'est cette présence. On voit bien cette amitié britannique-allemande, on voit le représentant de l'OTAN, on voit bien sûr les représentants des pays scandinaves. Donc ce sont vraiment des pays qui sont nos partenaires clés et on voit que bien sûr la conversation a été quand même sous le leadership de Donald Trump. Et quand même, cela rassure sur le fait qu'ils sont ensemble. C'est tout l'Occident qui est uni, et l'Europe et les États-Unis. Vincent, sur la composition de ce call, comme on dit régulièrement. On peut supposer que les 4 personnages dont on voit les effigies sur l'écran ont été les témoins muets. Je ne pense pas qu'il y ait eu un débat entre eux. Ils ont assisté à l'échange entre Trump et Zelensky. Mais au rayon des absents, et sans anticiper sur le chef de l'État français, après tout, il n'y a pas de Polonais non plus. Il n'y a ni le nouveau président qui a été investi il y a quelques heures, Karol Nawrocki, ni le Premier ministre Donald Tusk. Or, les Polonais ont quelque chose à dire aussi là-dessus. On peut aussi remarquer l'absence de Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien. L'Italie est quand même très engagée aussi. Pro-Trump, en tout cas proche de Trump. Qu'il n'y ait pas de Baltes, ça ne me surprend pas vraiment, mais après tout, pourquoi pas ? On aurait pu avoir aussi un bal. Donc c'est vrai que le casting de cette opération soulève plus de questions à mon sens qu'il n'apporte de réponses. Emmanuel Macron, donc vous l'avez noté, évidemment, n'est pas présent sur la photo. Il n'aurait pas participé, en tout cas selon les informations qui sont diffusées à cet appel entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Il faut le lire comment, Madame l'ambassadeur ? J'avoue que je l'ignore. Je ne sais pas si c'est une décision de Trump, parce qu'en même temps, Volodymyr Zelensky est très proche d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a eu une indisponibilité totale ? Franchement, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, je n'en sais rien, c'est surprenant. On a un élément de réponse, on a évidemment appelé l'Élysée, vous vous en doutez bien, c'est le service politique de TF1 LCI qui a passé un coup de fil aux proches d'Emmanuel Macron, qui lui ont répondu, alors je schématise évidemment, mais que les relations entre Donald Trump et Emmanuel Macron étaient, très bonnes, quasi quotidiennes, et que donc il n'avait pas besoin de participer à cet appel-là. Voilà ce qui a été dit. Moi, je ne me fais que le messager. L'absence de la France. Permettez-moi de sourire quand même un tout petit peu par rapport à cette réponse. Parce que la France, je vous rappelle quand même que c'est une puissance nucléaire, c'est le membre du Conseil de sécurité. Emmanuel Macron qui était dans le lead, en fait, même par rapport à CSCP. C'est lui qui a proposé de créer la coalition des volontaires, enfin, des willing. Et là, il est absent. Très actif, effectivement. C'est bizarre. Vincent, sur cette absence, qu'est-ce qu'on peut en déduire, en conclure, ou est-ce qu'on ne peut rien en conclure du tout parce que des fois, c'est juste aussi des hasards du calendrier. Il y a pu avoir un millier d'explications sur les raisons de cette absence. N'étant pas dans le secret des dieux et pas même des demi-dieux d'ici-bas, je n'ai aucune hypothèse. Je n'exclus pas en revanche qu'il y ait un acte 2 avec un échange téléphonique entre Donald Trump
et Emmanuel Macron ultérieurement, sachant que Macron et Zelensky se sont parlé très récemment en ce qui les concerne au téléphone. Alors Bloomberg disait un peu plus tôt aujourd'hui, l'agence de presse Bloomberg, que le gouvernement russe envisageait une trêve avec l'Ukraine, une mesure pour éviter les droits de douane et les sanctions secondaires des États-Unis. Est-ce que la clé de tout cela, c'est peut-être cela. On a beaucoup parlé de ça depuis une semaine. Est-ce que ces droits de douane peuvent avoir un impact sur l'économie russe? Est-ce qu'ils sont assez contraignants, assez forts pour mettre cette économie à genoux? Donald Trump a dit qu'avec une baisse du prix du baril de l'ordre de 10% aujourd'hui, la Russie aurait énormément de mal à se financer. Le baril de pétrole, $60 environ, ça voudrait dire qu'un baril à 50, ça devient problématique pour les Russes. L'OPEP+, qui regroupe tous les pays de l'OPEP, l'organisation pétrolière, plus la Russie notamment, a augmenté sa production de pétrole, ce qui veut dire que les prix baissent. Au grand dépit de Moscou d'ailleurs. Moscou n'était pas d'accord, mais l'Arabie Saoudite n'a pas flanché cette fois. Donc est-ce qu'il y a peut-être dans ces annonces faites, encore une fois, si vous nous rejoignez, réunion possible la semaine prochaine entre Donald Trump et Vladimir Poutine, puis dans la foulée une deuxième réunion entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Ce serait évidemment d'abord la première fois que Donald Trump et que Vladimir Poutine se voient de visu depuis le retour de l'Américain à la Maison-Blanche, et ce serait la première réunion entre les trois, la première entre Poutine et Zelensky depuis 2019, je crois, à l'Élysée, en présence de la chancelière allemande aussi. Voilà, si je ne me trompe pas. Est-ce que les sanctions peuvent avoir été le déclencheur de tout cela? Sergueï. Vous savez, pour le moment, on ne peut absolument rien dire parce que c'est nos attentes en fait, parce que nous n'avons pas d'informations. On essaie de comprendre. On essaie de comprendre, mais il y a une dépêche que j'ai vue par un coin d'œil, parce qu'on est obligé en fait entre nos interventions sur la télé d'être sur nos téléphones et de regarder ce qui est publié quasiment en permanence par toutes les agences. Et donc j'ai vu une dépêche selon laquelle l'idée primaire de Trump ce vendredi 8 quand même d'annoncer les sanctions secondaires n'est pas abandonnée. Nous savons qu'il a signé aujourd'hui l'occasion exécutif pour augmenter de 25% les sanctions contre l'Inde. D'ailleurs, qui a provoqué bien évidemment aussi le krach, enfin pas le krach, mais bon, la baisse de la bourse indienne. D'ailleurs, la bourse russe a baissé aussi. D'abord, elle a fait un bond dans la matinée, et puis après, à la fin, à la clôture en fait de la bourse aujourd'hui, la bourse russe a baissé. Le prix de pétrole